Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, aujourd'hui, on va passer en revue les résultats annuels 2024 de LVMH et je vous dirai un peu ce que j'en pense, les perspectives de l'action, est-ce que c'est toujours intéressant de l'avoir en portefeuille ou pas. Voilà, donc j'ai également regardé la conférence de présentation de résultats avec Bernard Arnault et son directeur financier Jean-Jacques Guillauny. Donc ils ont donné quelques informations qui étaient intéressantes et que j'ai notées, donc je vais pouvoir vous en faire part lorsqu'on va détailler cette présentation de résultats. Là, on a la présentation PowerPoint ici. Voilà, on va commencer sans plus attendre, hein. On a là une jolie illustration, sans doute, peut-être certains d'entre vous le connaissent, ce bâtiment. Il s'agit de la boutique Dior du 30 avenue Montaigne. Et ça, c'était des décorations qu'ils avaient faites sur la boutique pour les fêtes. Et d'ailleurs, j'étais à Paris à cette période-là et pour la petite histoire, j'avais pris un Uber enfin, bref, ça n'a pas trop de rapport, mais bon, je peux faire une petite digression. Et je parle et avec le beurre, on passe devant la tour Eiffel, et je dis: «Oh, c'est joli quand même, mais vous devez avoir l'habitude, vous devez passer devant tous les jours et tout ça». Heu, il me dit: «Ah oui, mais croyez pas, même si ça fait 20 ans que je fais du transport à Paris», avant c'était pas Uber, mais bon, il faisait quand même du transport. Il me dit: «À chaque fois que je vois, j'ai un pincement au cœur», enfin bref, il me dit qu'il trouve ça joli aussi. Et après on commence à parler, qu'il y a beaucoup de touristes à Paris, tout ça. Et après, il me dit: «Mais surtout les plus fous de Paris, c'est vraiment, les Chinois et les Asiatiques». Et il me raconte, du coup, des fois, quand il va chercher des gens à Roissy-Charles de Gaulle, souvent des Asiatiques, qui viennent d'arriver en France pour la première fois, et que, du coup, il les ramène sur la capitale, avec sa voiture. Il me dit: Oui, mais les Asiatiques, dès qu'ils commencent à voir, la tour Eiffel, les grands, bâtiments de Paris, ils commencent à crier, à pleurer dans la voiture et tout». J'étais choqué, je me suis dit: «Ah ouais, non, mais ça doit arriver pas souvent». Et il me dit: «Ah mais si, c'est presque tout le temps». Et du coup, je me dis: «Vraiment, Paris, à l'étranger, ça a vraiment une attraction très forte». Et donc voilà, c'est ce luxe à la française, je pense, il a encore de beaux jours devant lui, même si le Paris qui est idéalisé par tous les Asiatiques, les Indiens, enfin, tous ces gens, bien sûr, c'est pas la réalité, mais après, voilà, il y a toujours ce mythe et ce rêve qui persiste chez beaucoup et qui, voilà, est positif pour LVMH, justement, qui surfe aussi sur ça. Bon, voilà, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Donc, on va voir nos petits résultats. Voilà. Ah, donc là, on peut voir la boutique Louis Vuitton de Chicago. Non, je rigole, je sais pas où c'est ça. Mais ouais, je sais pas. En plus, je pense que ce serait plutôt à New York, mais j'en sais rien du tout. Alors, voilà, donc là, voilà, c'est l'introduction, donc qui a été faite par Bernard Arnault. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est que 2024, ça a été une année qui a été solide pour le groupe, bien que pas extraordinaire. Mais dans le contexte macroéconomique difficile, il a trouvé que le groupe, il s'en est bien sorti. Et il a dit qu'il était très confiant pour 2025, notamment parce que en ce début d'année, en ce début de janvier, là, ils ont vu visiblement des croissances double digit, quoi, donc double décimale, enfin, pas double décimale, mais des croissances à deux chiffres, voilà, en français, sur des maisons comme Dior ou Vuitton. Après, ils ont bien dit, oui, on n'est pas à la fin du Q1, mais voilà, ça peut marquer peut-être le début d'une tendance ou quelque chose. Enfin bref, il a dit qu'il était quand même confiant pour 2025, donc à voir. Euh, donc oui, effectivement, là, on a un petit aperçu. On verra plus en détail plus tard les chiffres, mais au niveau des ventes, on est quasi stable. Voilà, donc on est même en légère progression si on met de côté les effets de change. Après, le résultat opérationnel courant, il a fortement baissé comparé à l'année dernière. Et ça s'explique notamment par une augmentation des coûts et justement un effet de change aussi qui a été très défavorable, hein. On y reviendra. Voilà, après, qu'est-ce qu'ils disent de plus? Ben là, ils disent que voilà, pour les vins et spiritueux, il parle de normalisation continue, qui s'est perpétuée en 2023, en 2024 et qui avait commencé en 2023.
Voilà, bon, on va y revenir à tout ça. Voilà, donc ça, c'est la diapo la plus importante, c'est-à-dire tout ce qui est ESG. Donc, on va passer beaucoup de temps sur ça. Non, je rigole, on s'en a rien à faire. Voilà, donc les vins et spiritueux. Donc tout ce qui est champagne et vin, bon, ben, on a une baisse. Bah, eux, à chaque fois qu'ils ont des baisses de quelque chose, ils appellent ça une normalisation. Bon, après, faudrait pas que ça se normalise trop longtemps non plus, hein, voilà. Euh, bon, donc on a une baisse qui est plus accentuée bah, sur tout ce qui est cognac aussi. Là, c'est vraiment flagrant. Donc, on a une demande qui est plus faible, donc c'est ça qui explique aussi cette baisse. Après, ils parlent de leurs petites innovations par-ci par-là. Mais après, je pense que sur cette division, personnellement, il y a un problème parce que bon, on peut pas parler de normalisation pendant 30 ans. Euh, Bah après, il faudra voir aussi les résultats de. Moi, je connais pas trop les alcools et tout, et les vins et tout ça, parce que je bois que très rarement et c'est pas mon délire trop, mais faudra voir après les résultats des Pernod Ricard, Diageo et tous ceux qui évoluent dans ce secteur-là. Mais je pense que Bernard Arnault, il est conscient qu'il y a un problème au niveau de cette division parce que il a changé l'équipe de direction et donc c'est comment il s'appelle? C'est Jean-Jacques Guiony, l'actuel directeur financier, qui va prendre la tête de cette division-là, secondé par le fils Alexandre Arnault, le fils de Bernard Arnault, qui sera son bras droit à Jean-Jacques Guiony, avec pour mission bah, de remettre cette branche sur les rails. Euh, il a dit Bernard Arnault qu'il s'estimait confiant dans cette nouvelle équipe de direction pour faire renouer la division avec la croissance euh, dans les 2 ans. Donc voilà, il a dit qu'il leur laisse en gros 2 ans pour remettre ça sur les rails. En ce qui concerne cette division aussi, il y avait des rumeurs qui avaient parlé éventuellement d'une cession de la division. Et Bernard Arnault, il a coupé court, il a dit non, non, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas, il n'y a pas de cession en cours sur les vins et spiritueux. Donc voilà, un problème qui j'espère a été pris à bras le corps avec ce changement de direction et qui j'espère aussi portera ses fruits pour renouer avec la croissance et qu'on nous dise pas lors en 2026 pour les résultats de 2025 que la normalisation entamée en 2023 se poursuit encore en 2024, en 2025 et voilà. Bon, après voilà voilà. Donc la mode des maroquineries. Donc on verra ça dans les chiffres tout à l'heure. On a une bonne résistance et le mot est justifié parce qu'en gros, euh, on verra le chiffre tout à l'heure, mais je crois que on n'a pas fait moins de ventes ou quoi que ce soit. On est resté à l'équilibre sur cette division. Euh, et c'est très bien parce que, bon, effectivement, le contexte économique en 2024 est assez morose. Et le fait de ne pas avoir perdu de part de marché sur mode et maroquinerie, c'est très bon pour LVMH parce que c'est une division qui représente 50% quand même du chiffre d'affaires et c'est la division où il y a les marges, les meilleures marges. Donc voilà, donc si vous voulez, le cœur du réacteur a été protégé et il s'en est pas mal sorti. Je crois qu'il y a une légère croissance, mais on va voir ça tout à l'heure. Voilà, donc parfums et cosmétiques, c'était une division qui avait aussi bien performé. Je crois qu'elle est aussi en croissance, qu'elle a été en croissance en 2024, en légère croissance. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ça. Là, il nous passe en revue tous les événements qu'il y a eu dans les différentes maisons de parfums et cosmétiques. On verra, il y a les résultats de L'Oréal qui arrivent bientôt aussi, donc à voir. Donc montre et joaillerie. Donc là on a une légère croissance aussi. Tiffany. Donc je crois que Bernard Arnault, en parlant de Tiffany, euh, il a été un peu piqué dans le fait d'être jaloux un peu des résultats de Richemont parce qu'il a fait une allusion justement à Cartier et tout ça en disant oui nous aussi Tiffany en gros elle a fait un bon T4
avec une croissance de 9%. Il a dit ça, donc en gros c'est pour dire que même si, que comment dire, que Cartier et Van Cleef, ils ont fait plus 10%, il a dit bah nous avec Tiffany on est pas loin parce que sur le même trimestre on a fait 9%. Donc et voilà c'était ça. Et je pense que ça lui a fait plaisir de dire ça. Après voilà bon. Là, Tagueur, ils vont devenir chronométreurs officiels de Formule 1 à partir de 2025 et pour une dizaine d'années. Donc voilà, en ce qui concerne la distribution sélective, en fait, c'est un secteur qui est assez mitigé parce que d'un côté, on a Sephora ben, qui cartonne, hein, selon Bernard Arnault. Vraiment, on a des croissances de double digit dans cette division. Mais par contre, sur 2024, DFS a beaucoup souffert. Alors DFS, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est c'est le genre de boutique que vous croisez dans les aéroports, c'est des boutiques de travel retail. Et là où c'est des boutiques qui vont vendre, ben, par exemple, tous les produits des maisons LVMH dans les aéroports et tout ça. Et il se trouve que ben, la plus forte activité de DFS, c'est en Asie, et notamment à Hong Kong et Macao. Et en fait, Jean-Jacques Guionil a expliqué que comme les devises de Hong Kong et Macao, c'est des devises qui sont adossées au dollar américain, et que ce dernier est fort par rapport au renminbi, qui est la monnaie chinoise, en fait, ben, les touristes de Chine continentale, ils ont que peu d'intérêt ou pas d'intérêt à aller faire leurs emplettes là-bas. Et donc, il a quand même expliqué que c'était un manque à gagner en plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, c'est ça aussi qui a pesé sur les performances hein, de l'année. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à dire sur DFS et sur la distribution sélective. Ensuite, donc les perspectives 2025. Donc Bernard Arnault pour 2025, il s'est considéré, il a dit très confiant parce que ils ont vu dans le T4 2024 déjà une amélioration et ils ont dit que ça a l'air de se perpétuer en ce début d'année 2025. Mais bon, ils ont bien mis les précautions nécessaires à dire oui, on est seulement au début de l'année, on n'est pas à la fin du Q1. Mais voilà, on pense que la conjoncture va s'arranger, que la dynamique positive va se poursuivre. Donc voilà, il était confiant. Donc maintenant, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, vous savez que sur les marchés, les signes noirs, on peut pas les prédire et ça peut changer une donne de façon totale, hein, voilà. Ok. Ensuite, ben voilà, il y a le directeur financier ensuite qui a pris la parole. Donc voilà, on va revoir ces chiffres-là rapidement. Donc les ventes, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont restées stables ou alors en très légère hausse, ce qui est quand même pas mal parce que au niveau macroéconomique, 2024, c'était une année qui était assez morose. Donc ils aient maintenu le niveau des ventes, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est le résultat opérationnel et pourquoi en fait celui-ci il a diminué de cette ampleur. C'est notamment, il a expliqué à cause d'une augmentation de coûts euh, des coûts. Et en fait, il explique qu'ils auraient pu être plus agressifs dans la baisse des coûts, mais que ça aurait équivalu à reconnaître que la crise est structurelle sur le luxe, alors que eux, ils ne pensent pas ça, et ils pensent que c'est purement conjoncturel. Et il a expliqué que, en fait, dans une crise conjoncturelle, il faut savoir agir, mais pas surréagir, parce qu'après, il vous explique que après, quand les ventes reprennent, eh ben, vous vous retrouvez avec des points de vente en moins, du marketing en moins, et donc vous avez du mal à ressaisir tout ce potentiel de croissance dû à la fin de la crise et au début de la reprise, en fait. Donc voilà, et en fait, ils ont dit qu'il fallait agir, mais pas surréagir. Voilà, donc en fait, leurs coûts ont augmenté, mais pas aussi vite que leur prix parce que ils n'ont pas aussi en 2024 augmenté leur prix moi je vous l'expliquer plus tard. Par exemple, avec la marge opérationnelle, elle a diminué par rapport un petit peu à l'année dernière. Ben c'est dû aussi à cette absence de hausse de prix en 2024. Ils n'ont pas monté leur prix. Donc ça n'a pas compensé l'augmentation des coûts, c'est-à-dire les matières premières, et aussi ça n'a pas compensé l'effet de change.
Il y a aussi eu des événements exceptionnels, notamment une perte de, de, de vendanges ou je sais pas quoi. Il a dit que ça avait coûté 100 millions. Après, ils ont passé des provisions aussi avec sur plusieurs maisons de quelques dizaines de millions à chaque fois. Ben après, ça commence à compter. Donc voilà pourquoi on a une marge aussi qui est moins élevée que l'année dernière, hein, d'après leurs explications. Donc le cash flow, lui, il a augmenté. Notamment, il a dit que c'était dû à une meilleure gestion des stocks et à une diminution des investissements d'exploitation. Et en fait, avec ce cash flow supplémentaire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés se désendetter. Et donc, c'est pour ça qu'on a une diminution du ratio d'endettement. Voilà, qui a diminué par rapport à l'année dernière. Alors, voilà, donc là, on a eu un effet de change de 2%, un effet de périmètre presque négligeable, mais l'effet de change, il est quand même important parce qu'il est de l'ordre du milliard d'euros, hein. Alors, l'équilibre géographique des ventes, c'est là qu'on voit que LVMH, c'est vraiment une entreprise mondiale parce qu'elle est présente de façon équivalente, on va dire, bah, sur tous les continents. Donc, entre l'Europe et les États-Unis, c'est bien équilibré. On a une légère croissance au Japon et ainsi que sur les autres marchés. Voilà. Donc, bonne, même je dirais très bonne répartition géographique. Après, oui, c'est sûr, c'est un groupe qui reste très exposé à l'Asie. Moi, personnellement, je pense pas que la Chine est morte ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ben, Bernard Arnault non plus, je pense, et son équipe non plus. Voilà, tout simplement parce que ils pensent que plus largement, la crise est conjoncturelle, donc ils espèrent un retour à la normale, hein. Donc, ils n'ont pas modifié fondamentalement leurs investissements ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas drastiquement baissé leurs coûts parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une reprise dans une année, 2 années, voilà. Donc là, l'évolution des ventes par région. Donc on voit, bon, ils l'ont souligné, hein, en Europe, aux États-Unis, que au niveau du dernier trimestre, ils voient peut-être un début d'amélioration. Euh, voilà. Au Japon, on a été pénalisé au second semestre par la hausse du yen. Voilà, donc moins de touristes chinois qui vont là-bas pour acheter parce que le yen est monté, et peut-être même les Japonais eux-mêmes, hein, d'ailleurs. Voilà. En Asie, ben, l'Asie, c'est toujours difficile, hein. On est toujours dans cette crise asiatique. Voilà. Hmm. Donc ici, on a voilà les ventes 2024 par groupe d'activités. Donc, vin et spiritueux, ben, moins 8%, on en a parlé, hein, c'est un secteur là qui est un peu problématique, hein, pour LVMH et dont des actions ont été entreprises pour essayer d'inverser la tendance. Mode et maroquinerie, voilà, ben, on est presque à l'équilibre, à part un -1, mais bon, franchement, ça reste une bonne performance, je trouve. Parfums et cosmétiques, on est en croissance, 4%. Voilà, on va bientôt avoir aussi les résultats de L'Oréal, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Montres et joaillerie, -2. Distribution sélective, +6. Et donc ça nous fait du +1%. Voilà, il faut savoir que du coup, on a battu les, 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 euh, les attentes des analystes. euh, mais, euh, comment dire? Non, oui, c'est ça, en fait, c'est des résultats corrects qui sont au-delà des attentes des analystes, mais le titre n'a pas monté suite aux résultats dans le sens où euh, l'anticipation, elle s'est faite au niveau des résultats de Richemont et de Burberry. Et là, le titre avait beaucoup monté. euh, et depuis, bah, il a même diminué un peu parce que du coup, les gens ils s'étaient un peu trop excités à penser que ça allait être Pump It Up, alors que c'est bien, c'est correct, mais c'est voilà. Moi, je trouve que c'est en définitive des résultats qui sont corrects. Donc, je suis pas déçu. Pour moi, c'est cohérent avec ce qui s'est passé sur le plan macroéconomique en 2024. Euh, donc, voilà. Après, je pense que j'aurais tendance à dire, après, je suis pas un expert, que le pire.
est derrière nous et que les années 2025 et 2026, je pense qu'elles seront plutôt florissantes d'un point de vue boursier. Après, on verra parce qu'on peut jamais dire, hein, vous savez comment c'est, on peut jamais vraiment. Si on connaissait le futur, on serait tous riches, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, là, c'est la même chose que tout à l'heure, mais avec les par activité. Nanana. Je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer. Voilà, là, on voit que l'effet de change, il a quand même pesé à hauteur d'1 milliard, ce qui est quand même énorme. Et après, bah, la structure financière, elle reste solide et elle s'est encore plus solidifiée parce qu'ils se sont désendettés avec le cash flow supplémentaire. Hum, 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 Voilà, donc là, on voit que le ratio d'endettement net sur capitaux propres, il a baissé par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est une bonne chose, hein. Ensuite, voilà, le dividende. Ce qu'ils ont dit sur le dividende, c'est ben, que, en fait, leur politique, elle est très simple. Ils baissent pas leur dividende. C'est pas dans leur sauf peut-être événement exceptionnel, mais ils ont dit qu'ils baissaient pas leur, enfin non, ils ont pas dit, mais ils ont dit qu'en gros le dividende, normalement, ils maintiennent ce montant et après, le dividende doit accompagner la croissance. Donc, quand il y a croissance, le dividende monte. Mais si on est dans une année comme ça, flat de stagnation, ils vont pas vouloir chercher du dividende en s'endettant. Non, s'il n'y a pas de croissance, le dividende, il bouge pas, il reste le même. C'est ça en gros l'idée, si vous voulez. Voilà. Et voilà, après, annexe. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Donc on se retrouve là avec la même illustration que la première page de la présentation. Pour revenir sur les questions-réponses qu'il y a eu, donc Bernard Arnault, il a fait un point là qui a été pas mal médiatisé sur les impôts en France et la taxation exceptionnelle à 40% sur les sociétés qui réalisent plus de 3 milliards de bénéfices, je crois. Donc il a dit oui, c'est une taxe sur le Made in France, pour refroidir les énergies, il n'y a pas mieux. Après, je peux comprendre parce que c'est vrai que au final, bah, c'est des taxes qui sont supplémentaires alors que c'est ça. LVMH, il contribue quand même à promouvoir le savoir-faire français à l'international et l'image de la France en même temps, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que LVMH, c'est à travers les différentes maisons un peu de l'image de la France un peu partout dans le monde. Donc voilà, il avait un peu les boules contre cette taxation. Et après, il a dit oui, il y avait d'autres solutions. On leur a proposé des solutions, mais bon, vous savez, la bureaucratie, il faudrait en gros, il a dit, il faudrait comme aux États-Unis, des gens qui coupent les coûts dans les dépenses de l'État. Et après, il a dit bon, dès qu'on dit ça ici, tout le monde s'énerve, je sais pas quoi. Euh, donc voilà. Après, un autre point que je trouve important dans la conférence, c'est aussi, il a été interrogé sur, oui, est-ce que vous pensez que vous allez subir des droits de douane aux États-Unis? Il a dit, là, je me prononce pas parce que je préfère agir dans mon coin. En gros, ça veut dire, ce que j'ai compris, moi, de ce qu'il a dit, ça veut dire que lui, il veut peut-être faire jouer sa relation avec Trump pour essayer d'esquiver les droits de douane. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il a dit, je vais agir de mon côté tranquillement et je ne m'exprime pas sur ça. Voilà. Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire. Après, il a eu une question qui lui a été posée sur la crise économique en Chine, à savoir est-ce que le gouvernement chinois a pris conscience du problème et tout ça. Il a dit qu'il pensait que le gouvernement chinois avait pris la mesure de la crise en cours et qu'il s'attend à un retour à la normale en Chine dans les 2 ans qui viennent. Donc il a dit que oui, il pense que ça va revenir à la normale, mais que ce sera plus long et que il voit ça d'ici un horizon 2 ans. Alors il a dit, alors qu'il pense que les USA vont boomer selon lui. Donc voilà. Après, il y a eu des articles de presse aussi sur Tiffany qui ont dit oui, Tiffany, les ventes étaient pas bonnes, le management est toxique ou je sais pas quoi. Et déjà, il a démenti les rumeurs sur les chiffres. Il a dit non, Tiffany s'en sort très bien niveau chiffres. Après, il a dit que voilà, quand on l'a acheté, c'était une belle endormie. C'est marrant l'image qu'il a utilisée en gros. Il a dit que c'était une belle endormie. Et après, du coup, il a fallu la réveiller.
Et quand on l'a réveillé, ça a pas plu à tout le monde parce que quand vous êtes habitué à dormir pendant 10 ans, quand on vous réveille, vous êtes pas content. En gros, ça veut dire que quand ils ont racheté, ils ont changé les méthodes de management et peut-être il y en avait qui étaient payés à rien foutre, qu'ils ont viré et tout ça. Et donc ces gens-là, ils étaient pas contents et ils ont commencé à parler mal sur Tiffany. Donc c'est ça qu'il a dit en substance, hein. Et après, il a rappelé aussi que les hausses de prix, elles se doivent d'être justifiées par une innovation, une augmentation de la qualité, et pas seulement augmenter les prix pour augmenter les prix. Et après, il a visé des maisons de luxe qui faisaient ça et il a dit que c'était contre-productif. Il n'a pas donné de nom, mais il a dit oui, il y en a qui augmentent le prix pour augmenter le prix, et vraiment, ça, c'est contre-productif. Et après, on lui a posé la question sur, oui, est-ce que les gens, maintenant, ils voudraient pas du luxe, euh, mais des expériences plus que des biens et des produits. Et, euh, et alors après, il a dit, bah, ça visait toutes ces chaînes d'hôtels, là, Cheval Blanc et tout ça, là. Et en gros, il a dit que ça avait vocation à rester, si vous voulez, marginal, hein, tout ce qui est l'hôtellerie et tout ça. Euh, en gros, il faut le voir, tout ce qui est les activités hôtelières de Cheval Blanc et tous leurs petits resorts là qu'ils ont à LVMH, c'est plus pour accompagner la clientèle ultra fortunée des maisons, de pouvoir leur fournir un endroit où rester, pour leur présenter des produits en exclusivité, euh, et tout ça, des essayages privés, de leur fournir une expérience luxe de A à Z, quoi, quand ils viennent sur la capitale ou dans les endroits qui sont très prisés, mais ça n'a pas vocation à être scalé de façon industrielle, de développer plein d'hôtels Vuitton, d'hôtels Cheval Blanc partout, parce que il a dit que c'était déjà pas aussi profitable que le reste au niveau de rentabilité et que ben, tout ce qui est hôtel, structure, ça demande beaucoup de capital à investir. C'est gourmand en investissement et c'est pas forcément très rentable. Donc c'est ça que j'ai retenu de sa réponse. Bon, bah écoutez, je pense que on a fait le tour des résultats 2024. Maintenant, j'ai hâte de voir ceux de Kering. Je pense que ça va, bah, à mon avis, en toute logique, être moins bon que ceux de LVMH, mais on va vite le savoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.